Les enfants qui avaient été abandonnés ont sorti leur tracteur. Les réactions et les gestes des gens étaient si émouvants que je crois qu'il y a eu une dispute. La princesse Anne est bien connue des amateurs de la famille royale pour son sang-froid, son sérieux et son attachement aux traditions. Cependant, tout le monde ne sait pas jusqu'où elle est prête à aller lorsque les règles sont enfreintes. Un nouveau débat commence déjà à émerger derrière cette image discrète. Selon certaines sources, l'utilisation de Balmoral aurait entraîné la fille de Camilla dans une bataille judiciaire. Cela pourrait-il mener à une grave crise au sein du palais? La famille de Camilla a-t-elle vraiment dépassé les bornes? Ou la situation est-elle exagérée? La gardienne dévouée de Balmoral. Anne-Elisabeth Alice Louise est née le 15 août 1950 dans un monde façonné par les attentes et l'histoire. Elle a grandi au cœur de la monarchie britannique en tant que fille de la reine Elisabeth II. Cependant, il était évident dès son plus jeune âge qu'Anne ne se contentait pas de porter un titre. Elle s'est imprégnée des coutumes de son environnement, comprenant non seulement ce qu'est la monarchie, mais aussi ce qu'elle attend de ses représentants. Alors que d'autres membres de la famille royale se sont retirés, ont réorienté leurs priorités, ou ont endossé des responsabilités plus contemporaines au fil des ans, Anne est restée relativement constante. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, ni ne la réclame. Au contraire, elle s'acquitte de ses devoirs avec une concentration tranquille qui rend impossible de l'ignorer. Sa force réside dans une action constante plutôt que dans des déclarations grandiloquentes. Elle accomplit des centaines d'engagements officiels chaque année, souvent plus que n'importe quel autre membre de la famille royale. C'est grâce à ce niveau d'engagement qu'elle s'est imposée comme l'une des personnalités les plus fiables et les plus assidues de la vie publique. Les distractions et l'attention inutiles ne sont pas les bienvenues. Ce rôle a toujours été évident pour la princesse Anne. Tout le reste doit passer après le service. Mais lorsque le sujet du château de Balmoral est abordé, la discussion devient plus approfondie et poignante. Niché au cœur des vastes et vallonnés Highlands écossais, Balmoral est bien plus qu'une simple résidence royale. C'est un lieu riche en identité, en souvenirs et en signification personnelle. Certaines des expériences les plus marquantes et les plus formatrices d'Anne ont eu lieu à Balmoral. C'est là qu'elle a passé de longs étés paisibles avec sa famille, qu'elle a galopé à cheval à travers de vastes champs, et qu'elle a appris ce que signifiait réellement faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Il ne s'agissait pas seulement d'expériences de jeunesse. Elles lui ont servi de leçons de responsabilité, de continuité et de lien. Lorsque la reine Elisabeth II est décédée entre les murs de Balmoral le 8 septembre 2022, ce lien s'est encore renforcé. Il s'agissait de bien plus qu'un simple événement marquant la fin d'un règne extraordinaire. C'était quelque chose de très personnel pour Anne. Cela liait inextricablement son sens des responsabilités, sa relation avec sa mère et son attachement à ce lieu. Balmoral est plus qu'un simple lieu du passé. Il revêt une importance durable et une charge émotionnelle. Le lieu de villégiature estivale préféré de la reine Elisabeth était le château de Balmoral, situé sur un domaine de 50 acres dans les Highlands écossais. Cependant, des modifications mineures mais significatives ont commencé à attirer l'attention ces dernières années. Un nouveau chapitre de la longue histoire de Balmoral s'est ouvert en 2024 et 2025, lorsque la décision a été prise d'ouvrir certaines parties de la propriété au public. Certains y voient une avancée vers une plus grande accessibilité et une plus grande transparence, permettant aux gens d'entretenir une relation plus étroite avec leur histoire royale. D'autres, cependant, y voient un sujet profond et délicat concernant les limites, la vie privée et la tradition. On pense que la princesse Anne aborde ces développements avec une analyse réfléchie plutôt qu'une approbation immédiate en raison de ses convictions morales fortes et de son jugement méticuleux. Elle ne s'exprime pas à la légère et ne réagit pas précipitamment. Au contraire, elle observe, réfléchit et compare chaque choix aux principes qu'elle défend depuis de nombreuses années. Parallèlement, la question s'est complexifiée en raison de l'implication croissante des membres de la famille élargie dans les propriétés royales, dans des lieux historiquement caractérisés par des traditions profondément enracinées et des pratiques de longue date. De nouveaux visages commencent à émerger. Mais qu'est-ce qui rend ce domaine privé si important? Et son histoire singulière recèle-t-elle le secret d'un scénario auquel la famille royale n'avait jamais pensé? Enquêtons. La révélation surprenante de Laura. Après avoir gardé le silence pendant des années au sujet de sa mère, la reine Camilla Laura Lopez a récemment décidé de se manifester. Pour ceux qui ne connaîtraient pas son nom, Laura est la fille de Camilla, issue d'un précédent mariage, bien avant que les titres royaux et la vie au palais ne fassent partie de leur histoire. Beaucoup ont été surpris par ce qu'elle a révélé. Elle a expliqué comment l'accession au trône de sa mère avait eu un impact profond sur sa vie personnelle, sa carrière et son identité, en plus de celle de leur famille. Selon Laura, il était difficile d'être la fille d'une femme qui était auparavant perçue par le public comme une étrangère à la famille royale.
Bien qu'elle ait grandi loin des feux de la rampe de la vie royale, elle n'a pas pu échapper aux gros titres incessants. Quand elle était plus jeune, sa mère était souvent présentée dans les médias comme la tierce personne dans le mariage tumultueux du prince Charles et de la princesse Diana. Elle était toujours accompagnée de ce titre désagréable. Après les remarques bien connues de Diana concernant son mariage, ces mots ont pris encore plus d'importance. Pour Laura, c'était plus qu'une simple remarque dont les autres parlaient en passant. Cela a commencé à faire partie intégrante de sa vie. Elle a précisé que la façon dont sa mère était dépeinte dans les médias avait un impact négatif sur leur vie de famille. À l'extérieur, le monde s'était déjà fait une opinion, mais à la maison, les choses étaient plus compliquées et plus humaines. Laura a reconnu que ses premières années n'avaient pas été aussi sereines, ni aussi sûres que les gens pourraient le penser. Les rumeurs et les insinuations continuaient d'imprégner son quotidien, malgré tous les efforts de sa famille pour la protéger des médias. Elle se sentait souvent jugée à l'école, et dans les situations sociales uniquement à cause de sa mère, et non à cause de quoi que ce soit qu'elle ait fait. Elle était parfois traitée différemment par ses amis, ses professeurs, et même de parfaits inconnus qui se faisaient des idées sur son histoire et sa personnalité. Laura a dû mûrir plus vite que la plupart des enfants de son âge à cause de cette attention constante. On lui a appris très jeune à faire attention à qui elle faisait confiance. En réalisant à quel point l'opinion publique pouvait rapidement déformer la vérité personnelle, cela a également changé sa vision des relations. Elle était consciente du conflit entre ce dont elle était témoin à la maison, le dévouement et l'amour de sa mère, et les chuchotements incessants qui présentaient une image totalement différente, même lorsqu'elle était adolescente. En grande partie à cause de la révélation publique de la relation entre Camilla et le prince Charles, ses parents. Camilla et Andrew Parker Bowles ont traversé un divorce long et douloureux en 1995. Laura a pris la décision de soutenir pleinement sa mère pendant cette période difficile. Même alors que les médias britanniques devenaient de plus en plus hostiles et négatifs, elle a continué à la défendre. Mais soutenir sa mère avait un prix. Malgré tous ses efforts pour éviter les feux de la rampe, Laura s'y retrouvait souvent entraînée. Elle se sentait mal à l'aise face à toute cette attention et parfois tout ce qu'elle voulait, c'était une vie tranquille et ordinaire. La complexité de la situation n'a fait que s'accroître avec le temps. Laura a été brusquement propulsée dans un monde qu'elle n'avait jamais choisi lorsque Camilla a épousé le prince Charles en 2005. Laura est entrée dans ce monde en tant qu'adulte sans aucune préparation, contrairement aux princes William et Harry qui sont nés dans la vie royale et ont eu des années pour s'y adapter. Elle semblait mal à l'aise dans son nouveau rôle selon de nombreux initiés de la famille royale. Elle n'était pas habituée aux réunions officielles, aux événements publics ou aux attentes de la royauté. Il lui semblait souvent intimidant de se tenir aux côtés de sa mère qui est désormais un membre important de la famille royale. Laura avait du mal à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et les exigences de l'attention publique, tandis que William et Harry évoluaient aisément au sein des traditions royales. Laura a constaté un changement inattendu dans la façon dont les gens percevaient sa mère à mesure que la position de Camilla au sein de la famille royale s'affirmait, ce qui l'a finalement conduite à devenir reine. Le public en est venu progressivement à apprécier et à respecter cette femme qui avait auparavant fait l'objet de critiques sévères. Bien que ce changement ait comporté de nombreux avantages, il présentait également un inconvénient. Laura a révélé que la vie privée de leur famille était souvent sacrifiée afin de rehausser l'image publique de sa mère. La frontière entre responsabilité publique et vie privée est devenue plus difficile à maintenir et les moments personnels ont été soumis à une réglementation plus stricte. Laura a néanmoins fait preuve d'un grand respect envers sa mère. Elle a salué la transformation de Camilla passée du statut de figure controversée à celui de reine, en soulignant sa ténacité, sa force d'âme et son engagement. La réaction du public face à la décision de Laura de raconter son histoire a été mitigée. Sa franchise a été considérée par certains comme courageuse, car elle offrait un aperçu unique des difficultés cachées de la vie royale. D'autres, en revanche, l'ont critiquée pour avoir parlé ouvertement de problèmes familiaux que beaucoup estimaient devoir rester privés. L'aspect le plus marquant de son récit était la difficulté qu'elle a eue à s'adapter à la vie de membre de la famille royale. La carrière de Laura a été imprévisible et difficile, contrairement à celle de ses demi-frères qui étaient prêts à assumer leur rôle dès leur naissance. Son expérience met toutefois en lumière un aspect de la vie royale souvent négligé, le poids psychologique lié au fait de faire partie d'un récit qui dépasse largement sa propre personne. Au final, comment a-t-elle réussi à se faire une place au sein de la famille royale et comment a-t-elle géré ses relations avec William et Harry? Examinons cela de plus près. Tension à Sandringham à Noël. Ce qui devait être une réunion de Noël chaleureuse, joyeuse et intime à Sandringham s'est rapidement transformé en une soirée inoubliable pour tous les participants.
Tout a commencé dans une élégance paisible et une joie douce comme c'est généralement le cas lors de ces réunions royales. Une atmosphère de fête raffinée était renforcée par le tintement délicat des verres en cristal, les rires qui flottaient dans la pièce et la douce lumière dorée qui scintillait partout. À leur arrivée, les invités s'attendaient à retrouver la familiarité réconfortante de la tradition royale, les plaisanteries courtoises, la douce musique de saison et l'ambiance sereine et élégante d'une famille forgée par des siècles d'histoire. Tout semblait parfait au premier abord. La scène avait quelque chose de presque magique comme tiré d'un roman pour enfants. Les enfants riaient avec légèreté et insouciance, tandis qu'ils couraient joyeusement d'une table à l'autre. Tout en remplissant les flûtes à champagne et en veillant à ce que tout reste parfait, le personnel se déplaçait discrètement et avec fluidité à travers la pièce. L'arôme chaleureux et invitant des minces pieds fraîchement cuites se mêlait subtilement au parfum frais de pain des décorations de Noël. Partout, on percevait des signes de bonheur, de réconfort et de tradition. Sous toute cette sérénité et cette beauté, cependant, quelque chose de troublant émergeait peu à peu. Au début, cela n'était pas immédiatement perceptible. Il n'y avait ni interruption brusque ni dispute bruyante. Il s'agissait plutôt d'un changement de ton plus subtil que seuls les plus perspicaces pouvaient percevoir. Aucun feu vif ne pouvait entièrement dissiper la légère fraîcheur qui semblait s'insinuer dans une pièce chauffée. Les rires et les sourires persistaient, mais une tension presque imperceptible commençait à s'installer en arrière-plan. Puis Laura Lopez apparut de nulle part. Elle n'a fait aucun geste théâtral ni élevé la voix. En fait, elle a parlé doucement et presque avec désinvolture, comme si elle venait simplement se joindre à une discussion. Sous son ton serein se cachait cependant quelque chose de perçant. Soigneusement choisi et prononcé, chaque syllabe avait un poids discret. La jeune princesse Charlotte était la cible de sa remarque. Quelqu'un qui ne prêtait pas attention aurait pu penser au premier abord que c'était inoffensif. Laura avait même un tout petit sourire sur les lèvres, comme si elle voulait que son commentaire passe pour léger ou humoristique. Cependant, le sens de ses propos était évident, et c'était d'une cruauté flagrante. L'ambiance de la pièce changea brusquement. Le temps lui-même semblait s'être arrêté. Les conversations en cours s'interrompirent. Le silence remplaça les rires. Même les invités éloignés, qui n'avaient peut-être pas saisi chaque mot, pouvaient sentir que quelque chose n'allait pas. Une tension inévitable s'installa dans l'air qui devint de plus en plus pesant. L'orchestre qui jouait doucement en fond sonore semblait ne pas savoir quoi faire. Les musiciens semblèrent percevoir le changement dans leur musique qui ralentit puis s'adoucit. Pendant un moment, les serviteurs restèrent immobiles, leur plateau de boissons oublié dans leurs mains. Les personnes présentes dans la salle s'échangèrent des regards rapides, ne sachant pas s'il fallait réagir ou rester immobile. En coulisses, le personnel du palais comprit immédiatement la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas d'une simple gaffe sociale pouvant être rapidement réparée par un petit rire courtois ou un changement de sujet. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait avoir des répercussions à long terme. C'était l'impact silencieux de ce moment plutôt que son intensité sonore qui le rendait si puissant. Laura n'avait ni crié ni fait d'histoire. Au contraire, ses mots avaient tranché profondément, subtilement et avec maîtrise, traversant la pièce comme une épée. Ce faisant, elle avait révélé des tensions probablement dissimulées depuis longtemps et brisé la façade lisse de la soirée. Ce moment était particulièrement difficile pour la princesse Charlotte. Les réalités complexes de la vie royale lui avaient été présentées de manière abrupte et brutale. Au cours de cette conversation, sa naïveté s'est heurtée à la réalité. La compassion n'est pas toujours acquise, même dans les palais somptueux, et les mots peuvent avoir une portée plus grande qu'il n'y paraît au premier abord. Une entente tacite s'est installée parmi les convives alors que le silence persistait. Bien que cela n'ait été ni dit ni reconnu à voix haute, c'était manifestement ressenti. C'était immédiatement perceptible pour ceux qui étaient habitués aux subtils indices de position et d'autorité. Un changement significatif s'était produit. La pièce semblait enfin respirer à nouveau. Bien qu'ils fussent désormais plus circonspects, les conversations reprirent peu à peu. La musique reprit, mais elle n'était plus aussi chaleureuse qu'auparavant. Les sourires revinrent, mais ils n'étaient plus tout à fait naturels. Le mal était déjà fait. Ce qui avait commencé comme une joyeuse réunion de fête avait subtilement changé. La soirée qui aurait dû être pleine de joie et de rire portait soudain le poids d'un moment irréversible. Mais qui en a été le témoin direct? Allait-elle répondre ou se contenterait-elle d'observer en silence? Enquêtons. La princesse Anne rompt le silence. De tous les membres de la famille royale, la princesse Anne est réputée pour être la plus discrète et la moins intéressée par la célébrité ou la reconnaissance publique. Elle a toujours voulu éviter l'agitation médiatique et n'aime pas être sous les feux de la rampe. Elle adhère depuis longtemps à une règle personnelle assez stricte, ne jamais donner aux médias quoi que ce soit qui puisse faire l'objet d'un article. En d'autres termes, elle s'abstient de fournir aux médias toute information susceptible de faire la une ou d'alimenter les rumeurs.
La princesse Anne a la solide réputation de rester silencieuse quoi qu'il se passe autour d'elle grâce à son comportement de longue date. Au lieu de se concentrer sur les querelles publiques ou l'exposition médiatique, elle met l'accent sur le devoir, la responsabilité et le travail. C'est donc un moment important lorsqu'une personne comme elle décide de prendre la parole à l'improviste. Elle ne prend pas cela à la légère et ne le fait pas souvent. Le documentaire de ce moment ne cherche pas à édulcorer son message. Il était direct et franc, ne serait-ce que par son titre. Il n'y avait rien de diplomatique ni de bien tourné dans ce titre. Au contraire, il annonçait publiquement qu'il enquêterait sur les déclarations, les actions et les événements que la famille royale aurait dissimulés au public pendant de nombreuses années. Le ton était clair dès le début. Il n'y avait aucune place pour le doute dans les remarques d'ouverture qui ont immédiatement défini la ligne à suivre. Il affirmait que la perception que le public avait de Meghan différait grandement de la véritable Meghan. Le documentaire avançait l'argument selon lequel la perception du public n'est pas toujours exacte. Il suggérait ensuite que le véritable comportement et les actions de Meghan en privé différaient de la perception que le public avait d'elle. Réfléchissez bien à la signification d'une telle remarque. Il ne s'agit pas simplement d'un différend mineur ou d'une critique. Cela n'implique pas qu'il y ait eu des malentendus ou que les choses aient parfois été difficiles. Au contraire, cela affirme quelque chose de bien plus fort. Cela implique que ce dont le public a été témoin est une mise en scène habilement construite plutôt que la réalité. En d'autres termes, cela suggère que les gens ont vu une image publique au lieu de la personne réelle. De plus, la vidéo affirme que la princesse Anne s'exprime désormais pour réfuter directement cette perception. Ces affirmations ont eu un effet immédiat. Les réactions se sont propagées rapidement et avec virulence dans les heures qui ont suivi la diffusion. Le choc ne s'est pas développé progressivement au fil du temps. Il est apparu très rapidement sur les réseaux sociaux et d'autres sites d'information. Les gros titres n'ont pas fait leur apparition de manière discrète ou prudente. Au contraire, ils ont immédiatement attiré l'attention de tout le monde, se propageant comme des explosions. Le ton du reportage a renforcé l'intensité de la situation. Les gros titres ne reposaient pas sur des conjectures ou des rumeurs floues. Ils s'appuyaient plutôt sur quelques questions extrêmement précises. Ces demandes ne ressemblaient pas à des rumeurs typiques destinées à attirer les lecteurs. Elles semblaient plus sérieuses, comme le début d'une enquête officielle. Les gens ont commencé à spéculer sur ce qui allait se passer ensuite et à se demander si d'autres informations seraient rendues publiques. L'histoire a commencé à prendre une dimension bien plus profonde, celle d'un débat public plus vaste et plus important, impliquant la famille royale, plutôt que de simples potins puples. Pourquoi la princesse Anne est-elle restée silencieuse si longtemps ? Et qu'est-ce qui a bien pu être si grave pour pousser le membre le plus discipliné de la famille royale à enfin s'exprimer en public ? Enquêtons. La controverse autour de la tiare de Laura Loeb. Alors que le premier choc provoqué par l'insulte de la princesse Charlotte s'estompait, une histoire plus troublante a commencé à circuler dans les somptueux couloirs de Sandringham. Comme s'ils craignaient d'être entendus, les invités se sont mis à chuchoter doucement et à scruter les alentours. Selon cette histoire, Laura Loeb avait fait bien plus que simplement parler sans réfléchir. Elle avait touché la tiare Lover's Knot de Cambridge, l'un des biens les plus précieux de la princesse Diana. Elle l'avait porté, ce qui était encore pire. Beaucoup de gens ont d'abord refusé de l'accepter. Une loi tacite aussi sérieuse semblait difficile à enfreindre. Selon l'étiquette et les coutumes royales de longue date, certaines limites ne doivent jamais être franchies. La tiare Lover's Knot était bien plus qu'un simple bijou. Elle était étroitement liée à l'héritage, aux souvenirs et à la tristesse de la défunte princesse de Galles. Il semblait inconvenant de la toucher sans permission. De plus, la porter sans autorisation revenait en quelque sorte à prendre la place de Diana, ce que beaucoup auraient trouvé choquant et insultant. Cependant, il est rapidement apparu qu'il ne s'agissait ni d'une inspection officielle des diamants royaux, ni d'un événement public. Il semble plutôt qu'il s'agisse d'un moment privé, tenu à l'écart du regard du public et en dehors des règles officielles. Laura Loeb a été vue dans une pièce privée, la tiare sur la tête et un sourire aux lèvres sur une photo partagée par une personne au sein du palais. Cette image a profondément troublé tous ceux qui en ont pris connaissance. Cela impliquait une grave trahison de la tradition et de la confiance, bien plus qu'une simple curiosité. Ceux qui connaissaient de bien la vie au palais ont reconnu la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas seulement d'être poli et respectueux. Cela semblait être un geste symbolique qui allait trop loin. Porter la tiare sans autorisation semblait être une tentative de perpétuer l'héritage de la princesse Diana et sa place dans l'histoire. Cela a été perçu par beaucoup comme une intrusion dans un espace sacré qui ne lui appartenait pas. L'atmosphère à l'intérieur du palais devint tendue. La princesse Anne, qui était restée silencieuse lors des tensions précédentes, se retrouva sous les feux de la rampe. Selon les rapports, elle disposait désormais d'une preuve irréfutable qu'une limite importante avait été franchie. Des inquiétudes avaient déjà été soulevées par l'insulte précédente envers la princesse Charlotte.
Mais ce dernier événement, impliquant la tiare de Diana, aggrava considérablement la situation. Ce qui n'était au départ qu'une petite étincelle se transformait désormais en une dispute bien plus importante. Il était évident que la situation devenait grave dans l'environnement froid et feutré de Sandringham. Mais le respect, les coutumes et l'héritage royal semblaient tous mis à rude épreuve, et il était désormais inévitable d'agir. Quelle histoire se cache derrière cette tiare cependant, et Laura fait-elle véritablement partie des coutumes et de l'héritage qu'elle représente? Quelle est la réaction du public? Enquêtons. Les retombées des propos de Laura. Il n'a pas fallu longtemps pour que les remarques de Laura commencent à circuler dans l'événement. Au départ, il ne s'agissait que d'un murmure discret et prudent qui se transmettait d'un visiteur à l'autre. Cependant, ce murmure s'est rapidement transformé en une véritable rumeur, qui s'est propagée dans tous les recoins du château comme une étincelle mettant le feu à de l'herbe sèche. L'histoire a pris de l'ampleur au fil de la soirée. De petits détails des propos de Laura se sont glissés dans les discussions parmi les participants ayant des liens étroits avec des personnalités des médias et des journalistes. Personne n'a eu le courage de s'exprimer devant la caméra et personne n'a officiellement confirmé quoi que ce soit. Néanmoins, l'information a continué de fuiter. Les rumeurs avaient déjà franchi les murs du château et influencé les premiers titres des journaux au fil des heures. À l'extérieur, la réaction a été immédiate et vive. De nombreux Britanniques ont été surpris et indignés. Des messages louant la princesse Anne pour ses décennies de services discrets et inlassables se sont rapidement multipliés sur les réseaux sociaux. Pour eux, elle incarnait le dévouement, le sens du devoir et la discipline. De plus, les remarques de Laura ont été jugées assez insultantes. Peu après, les journaux ont publié de longs articles soulignant le dévouement d'Anne et ses efforts caritatifs de toute une vie, rappelant peut-être au public pourquoi elle méritait tant de respect. Cependant, tout le monde n'était pas d'accord. Le point de vue de Laura était soutenu par un nombre plus restreint de voix. Il soutenait que le style modeste et traditionnel d'Anne convenait davantage à une époque révolue. Selon eux, les jeunes membres de la famille royale comme William et Catherine incarnaient un avenir plus contemporain et plus accessible pour la monarchie. Les tabloïds et les réseaux sociaux n'étaient pas la source de la véritable souffrance d'Anne. Elle avait passé des décennies à faire face aux critiques du public et maîtrisait depuis longtemps l'art de garder son sang-froid sous la pression. Cette fois-ci, la source de la remarque était blessante. Cette fois-ci, ce n'était pas le grand public. La famille était impliquée. Cela semblait par conséquent plus vif, plus intime et bien plus difficile à ignorer. Cela eut également un effet profond sur William. Son agacement ne fit que croître en voyant sa tante gérer la situation avec calme et respect. Bien qu'il trouvât le silence d'Anne louable, cela ne lui suffisait pas. À son avis, certaines situations exigeaient une réaction ferme, en particulier lorsqu'il y avait eu atteinte au respect familial. Le public suivit les événements de près au cours des semaines suivantes. Les apparitions de William, Anne et Laura furent toutes scrutées et analysées. Lors des réceptions, on échangeait des civilités courtoises et on pouvait voir des sourires officiels sur les photos. Cependant, la tension persistait sous la surface. Il n'y avait pas eu de véritable résolution. Le premier test significatif eut lieu lors d'un dîner de charité fastueux à Londres, un événement prestigieux destiné à collecter des fonds pour les hôpitaux pour enfants. En apparence, cela semblait être une soirée de solidarité, la famille royale s'unissant derrière une cause juste. Cependant, un sentiment d'anticipation régnait parmi ceux qui étaient au courant de la situation. Une foule d'invités sophistiqués était éclairée par des lumières de cristal dans la somptueuse salle de bal. Une coupe de champagne à la main, les invités en costumes ajustés et robes de soirée élégantes se déplaçaient avec grâce dans la salle, tandis qu'une douce musique symphonique emplissait l'air. Dès l'arrivée de William et Catherine, tout a changé. La foule s'est mise à applaudir et leur entrée a été illuminée par les flashs des appareils photo. William se tenait avec l'assurance que l'on attend d'un futur roi, l'air calme et serein, vêtu d'une robe sophistiquée couleur saphir foncé. Catherine salua le public avec un sourire qui conquit instantanément tous ceux qui l'entouraient. Dans leur ensemble, ils incarnaient l'image de grâce et de stabilité souhaitée par la monarchie. Cependant, un malaise se cachait derrière le comportement posé de William. Il savait que Laura était présente. Il avait passé toute la soirée à se préparer mentalement à ce moment après avoir vu son nom sur la liste des invités. Voyant qu'il était tendu, Catherine tenta de le calmer en lui effleurant le bras. Laura et sa mère Camilla se tenaient de l'autre côté de la salle de bal. Camilla restait aux côtés de Laura, la guidant dans les conversations, sa main posée fermement, mais protectrice sur son bras. Laura semblait mal à l'aise. Elle affichait un sourire courtois, mais sa posture était raide, et ses yeux trahissaient une anxiété évidente. Elle savait également qu'une confrontation avec William pourrait être inévitable. William et Catherine se retrouvèrent à proximité de Camilla et Laura, alors que les invités passaient d'un groupe de conversation à l'autre le long du périmètre de la salle de bal.
Tout sembla s'arrêter pendant une seconde. William fit un léger signe de tête courtois mais distant. Son expression ne reflétait qu'une formalité maîtrisée sans aucune chaleur. Laura tenta de répondre par un petit sourire, mais celui-ci s'évanouit face à son regard intense. Elle détourna les yeux puis les reporta sur lui, visiblement mal à l'aise, comme si elle souhaitait que ce moment passe vite. Camilla a immédiatement réagi après avoir senti le problème. Elle a murmuré quelque chose tout en saisissant le bras de Laura et en l'éloignant doucement du groupe. Que pensez-vous de ce que la princesse Anne a fait à la fille de Camilla? Donnez-nous votre avis dans la section commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.